livre magnifique, le premier c'est Mesilat Yesharim, ça c'est Rovot Alevavot, il dit le moyen le plus direct pour obtenir une compréhension claire de la présence de Hachem est d'examiner la sagesse qui est évidente dans ses créations. Donc on regarde une fleur et on réfléchit, et de là on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar il dit ici, le Saint béni soit-il contempla la Torah et créa le monde. Hachem il a regardé dans la Torah pour créer le monde, donc si on regarde le monde, on va quand même avoir une réflexion de la Torah. C'est comme quand on voit un tableau, on voit la grandeur de celui qui a peint le tableau. Alors voilà, premièrement, on regarde notre univers, on a 40 ordres de grandeur dans l'univers, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, il y a 40 zéros de différence. Quand vous regardez le noyau atomique et vous arrivez à la grandeur qui est estimée aujourd'hui de l'univers, vous passez de 10 puissance moins 15, un femtomètre, à 10 puissance 26. C'est quand même incroyable. Ça, c'est une chose. Et en fait, le grand Rav Sitruk, il disait que la nature, c'est le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. Alors, je vais vous passer ce texte une deuxième fois à la fin de cette présentation. Et là, je suis sûr que ça va vous dire quelque chose de très différent. Parce qu'on vous le disait comme ça, vous dites, ok, c'est sympa ton truc. Mais bon, on va voir. Alors, premièrement, voyons. Il y a des surfaces, je dois faire un petit préambule parce que je vais vous montrer une créature exceptionnelle que Akadosh Baruch Hu a créée. Mais avant, il faut faire une petite introduction scientifique. Il y a des surfaces qui repoussent l'eau et s'appellent hydrophobes. Regardez, ça c'est une feuille de lotus. Il est en train de mettre de l'eau dessus. Vous voyez que l'eau, elle ne mouille même pas la feuille. L'eau, elle reste sur la surface, elle va en bas et elle ne mouille pas. Pourquoi? Parce que la structure de la feuille est nanostructurée et ça veut dire que l'eau, elle descend. En fait, je sais qu'ils font maintenant des produits à mettre sur les costumes, que parfois vous avez acheté un costume. Moi, j'avais un costume soir de Pessah. Et le premier soir, je me suis renversé la première coupe de vin sur le costume nouveau, costume gris. Je me suis dit, aïe, je l'ai ruiné. Rien ne s'est passé, rien. Le vin, il est tombé et il était comme nouveau. Mais ça, attention, ça dure 2 ou 3 lavages. Après ça, c'est fini. Et ça, c'est ce qu'on appelle matériaux super hydrophobes. L'eau, elle reste comme une petite boule et elle descend. Et il y a le contraire, c'est les matériaux super hydrophiles. Hydrophile, ça veut dire que l'eau, elle mouille complètement la surface, comme un papier buvard par exemple. Ok, c'est pour donner un peu une analogie. Alors là, voyons quelque chose de magnifique. Dans le désert du Namib, qui est un désert qui est totalement, il n'y a vraiment pas d'eau, il y a un insecte magnifique qui s'appelle le scarabée de Namibie. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un environnement où il n'y a vraiment pas d'eau, mais 2 fois par semaine, il y a un petit vent avec une toute petite humidité. Et ce scarabée, sa surface de ses ailes, elle a des petites bosses qui sont super hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles attirent l'eau. Et l'eau commence à se condenser dessus. Et l'eau se condense à partir d'une humidité minable dans l'environnement. Et quand ça devient une goutte assez lourde, elle tombe par gravité, elle tombe dans sa bouche. Parce que le reste de l'aile, elle est super hydrophobe. Donc c'est que des points super hydrophiles sur une surface super hydrophobe. Et la magie, c'est que ce scarabée, il a besoin de boire, et il réussit à boire dans un environnement où il n'y a pas d'eau. Et en fait, on a appris de ça, hein. On a fait des rideaux qui sont faits de matériaux super hydrophiles avec des espaces qui sont super hydrophobes pour collecter de l'eau. On les met dans des endroits humides et on collecte de l'eau à partir de l'air. Il y a même une idée de dire, on prend un verre, on met l'intérieur super hydrophobe avec des petits points super hydrophiles, vous le mettez dans le balcon le soir, vous vous levez le matin, vous avez un verre d'eau qui vient à partir de l'air. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un animal qui peut transformer le sang en lait? Ben oui, on le connaît tous. C'est un animal qui mange à peu près 40 à 60 kg d'herbe et boit 120 à 140 litres d'eau, et ça s'appelle une vache. Et une vache, quand vous analysez le système pour transformer le sang en lait, on n'a jamais pensé que c'était du sang. Je ne veux pas vous dégoûter, quand même, le lait c'est très bon, hein. Le café c'est magnifique le matin. Bon, et il y a tout un système d'oxytocine, il y a des excitations qui font que quand la vache elle mange, ça fait plutôt un nombre infini de transformations qui font que ça transforme en lait, mais on ne sait pas vraiment comment ça marche. Mais c'est la magie qui transforme le sang en lait. Et en fait, et ça donne à peu près, une vache peut donner 45 litres de lait par jour. Mais ce qui est magnifique, c'est que tous les animaux donnent à leur petit du lait. Mais tout le lait de chaque animal est différent l'un de l'autre. Par exemple, la vache,
a du lait qui a de 4 à 6% de matière grasse, ça dépend du type de vache. Mais par contre, les otaries, qui vivent dans un environnement froid, donc ils ont besoin de beaucoup de graisse, leur lait est 60% graisse. Et il y a un exemple qui est absolument fabuleux. Le tamarwallaby, une espèce de kangourou, la mère, elle a 2 tétines. Elle a une tétine qui est un lait riche en sucre pour le nouveau-né, et l'autre tétine, elle a un lait différent qui est riche en protéines et matières grasses pour les plus grands. Un animal qui a 2 tétines et 2 laits différents. Incroyable.